Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans La Voie libre. Rhône-Alpes-Auvergne, France 3, Rhône-Alpes-Auvergne anticipe la future région Rhône-Alpes-Auvergne, comme vous pouvez le constater. Nous sommes ensemble pour à peu près 1h30 pour discuter politique. Cette année 2015, ça vous a peut-être pas échappé, sera une année riche en rendez-vous politiques. Vous allez voter, et d'ailleurs regardez, vous allez pour être précis voter à 2 reprises au minimum. Ce sera pour les élections départementales, et ça c'est bientôt. Vous voyez les dates, 22 et 29 mars prochains. Et puis à la fin de l'année, vous voterez pour les élections régionales pour élire les représentants de votre future grande région, car la région va changer, ça aussi vous en avez sans doute entendu parler. Auvergne et Rhône-Alpes se rejoignent, fusionnent, ce qui donne une nouvelle grande région, deuxième région de France, 7,6 millions d'habitants. Une grande région qui va être longue à traverser, puisque si on l'a fait en voiture, on a calculé, c'est 4h50 et 8 heures de train entre Annecy et Aurillac, avec donc, vous l'avez compris, beaucoup de monde et des populations diverses et variées. C'est sur ce thème que nous allons développer notre émission aujourd'hui. Nous nous sommes demandé comment cette future région, comment cette réforme territoriale allait impacter en particulier les zones qui sont hors grosse agglomération. Voilà, on parle beaucoup de l'avenir de Lyon, de Clermont-Ferrand, de Grenoble, en termes notamment économiques. Ce qu'on s'est demandé, c'est comment cette fusion allait impacter votre vie si vous êtes dans des zones rurales ou dans des zones de haute montagne, par exemple. Et vous allez voir que ces zones, elles sont importantes dans les deux régions. Il y a des différences entre l'Auvergne et Rhône-Alpes, et tout ça va devoir vivre ensemble. Résumé tout de suite avec Jean Perrier et Pierre Lachaud. Premier constat, la dualité ville-campagne a vécu. Il existe clairement désormais 3 catégories de territoires, l'urbain et sa concentration démographique, le périurbain, tout ce qui n'est pas en gris ici, on travaille en ville mais on vit à la campagne, et le rural isolé, caractérisé par de faibles densités de population, l'éloignement à l'emploi et à différents équipements, tout ce qui est foncé sur cette carte. On va continuer à trouver un peu partout les équipements de base, la petite épicerie ou la poste, qui est quand même bien répartie encore sur le territoire. Mais on va être beaucoup plus éloigné, disons, des équipements qu'on appelle intermédiaires. Ça va être le collège ou la gendarmerie ou le laboratoire d'analyse médicale. Et encore plus éloigné des équipements supérieurs qui vont être que dans les villes, et parfois dans les grandes villes, le lycée, l'université et autres. De ce point de vue, Rhône-Alpes-Auvergne présente une situation contrastée, très urbain d'un côté, très rural de l'autre. Et si dans le rural isolé, la richesse par habitant n'est pas particulièrement moindre qu'en ville, l'économie de ces zones, souvent en montagne ou semi-montagne, offre une orientation bien spécifique. Plus le rural est isolé, plus il est dépendant du tourisme, notamment dans les montagnes. Alors en Rhône-Alpes, c'est évident, on a des communes dont l'essentiel de l'activité tourne autour du tourisme dans la haute montagne. Mais même en Auvergne, on a des développements du tourisme, les gîtes à la ferme, les gîtes ruraux et ainsi de suite. Autre caractéristique du rural isolé, des taux de chômage toujours inférieurs à la moyenne nationale, et ce n'est évidemment pas parce qu'on y trouve des usines. Le rural isolé, c'est quand même caractérisé par le fait que les jeunes le quittent. Et donc souvent, le taux de chômage est plus faible en rural isolé que dans les villes, par simple effet de migration. Ne pas croire, par ailleurs, que le rural isolé va se dépeuplant. En Ardèche, par exemple, 85% de ces communes regagnent de la population. Les points rouges ici, les gens s'installent à une condition. La question clé, à mon avis, c'est l'accès à Internet, et y compris à l'Internet haut débit. Parce que il est hors de doute, il est difficile de prévoir l'avenir, mais il est évident que de plus en plus de choses pourront se faire par Internet. De moins en moins subie, la ruralité est, paradoxalement, de plus en plus une affaire de modernité. Voilà donc pour le sujet qui est posé, c'est donc sur ces zones que nous allons discuter dans un instant avec mes invités que je vais vous présenter. Et je vais commencer par Madame Christine Pires-Beaune. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes députée de la 2e circonscription du Puy-de-Dôme. Vous êtes très impliquée dans ces sujets et vous êtes entre autres rapporteur pour avis de la Commission des Finances sur le projet de loi qui concerne les futurs territoires, qui s'appelle NOTRe. On ne va pas être trop technique aujourd'hui, mais enfin, vous êtes donc dans ces sujets-là complètement. Et vous avez été également chargé de mission par le Premier ministre Manuel Valls, et ça va intéresser d'autres invités sur ce plateau, sur la réforme des dotations de l'État aux collectivités locales, car l'argent, c'est souvent le nerf de la guerre, il ne faut pas l'oublier, donc on en parlera évidemment. Avec nous en face de vous, j'ai envie de dire, en tout cas en direct de Paris, Monsieur Hervé Guémard, qui est là, qui est en direct de Paris, parce que hier soir, bonjour, vous étiez à l'Assemblée nationale, si je ne m'abuse, jusqu'à très tard, c'est bien ça ?
Oui, on s'est couché à 2h du matin. C'est pour ça que j'ai une voix un peu de bringueur. Pourtant, je ne suis pas bringueur, mais c'était pour la bonne cause. Ça passe bien, je vous rassure. Alors, vous êtes vous aussi député Merci. du côté de la Savoie, 2e circonscription. Vous êtes surtout l'auteur d'une motion de rejet contre la nouvelle organisation territoriale que vous avez défendue il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Je dois dire avec un certain humour, en citant La Fontaine, Edgar Faure et j'en passe. Voilà, et même Martine Aubry, j'ai noté. Enfin, donc voilà, c'était assez éclectique et très intéressant. Et vous nous expliquerez ce que vous pensez de cette réforme, évidemment, et de l'impact sur les territoires, notamment ruraux et en haute montagne. Je continue. Autre invité, Jean-Paul Dufresne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes évidemment président de l'Allier, mais vous êtes surtout là parce que vous êtes en charge de la mission Nouvelle Ruralité. Pour faire simple, on va le résumer comme ça. Vous êtes un peu promené dans toute la France à la rencontre des élus des départements, je crois une 60aine en tout, c'est ça ? Une quarantaine. Une quarantaine, pardon. Moi, 40 départements ont rejoint notre réflexion sur l'avenir de ces territoires ruraux qu'on ne veut pas voir simplement réduit à une portion congrue que nous laisseraient les grandes métropoles en cours de construction. Donc c'est vraiment cette question qu'on pose aujourd'hui. Vous avez fait des propositions très concrètes, écrites, qui ont été reçues au gouvernement et peut-être entendues. On va en parler dans un instant. J'espère. Je vous le souhaite aussi. En face de vous, à côté de vous, Vannick Berberian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association nationale des maires ruraux de France. Cette réforme territoriale, elle vous inquiète, elle vous a même un petit peu mis en colère par moment. On va expliquer pourquoi et vous essayez de nous dire ce qui vous inquiète et ce que vous aimeriez modifier si c'est encore possible, parce que beaucoup de choses ont déjà été votées dans le cadre de cette réforme. Voilà, pour les invités. Et puis on a également avec nous aujourd'hui Laurent Rioter. Bonjour Laurent, vous connaissez, vous avez déjà participé à nos émissions et vous êtes là parce que vous êtes géographe et que vous connaissez bien ces sujets. Les géographes ont un propos depuis plusieurs années, on va commencer avec vous, qui concerne donc ces fameux territoires dont on parle à l'instant, ce qu'on appelle la France périphérique, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Pourquoi on l'appelle la France des oubliés ? On l'appelle la France des oubliés parce que d'une certaine façon, dans les débats actuels, dans les évolutions économiques que notre pays rencontre, c'est une France qui est touchée par un certain nombre à la fois de difficultés, d'interrogations. On a vu dans le reportage des questions de vieillissement de la population, d'accès à l'emploi notamment. Donc il y a un certain nombre de difficultés. Et puis je dirais, il y a aussi quelque chose qui est plus du registre des perceptions, ce que ressentent aussi les citoyens de cette France périphérique qui peuvent avoir le sentiment d'être un peu oubliés, en tout cas pas toujours pris en cause, y compris à travers les réformes territoriales en cours, à travers des évolutions, y compris sur les dotations qui sont allouées aux collectivités territoriales. Des inquiétudes. On dit même que ces gens qui se sentent oubliés ont tendance à voter peut-être là où on ne les attend pas, notamment dans les zones très rurales, à cause du fait de se sentir oubliés par les autres. Effectivement, certains votes que l'on va qualifier d'extrêmes, on a vu un développement sur certaines zones et périurbaines et rurales profondes, ce qui ne veut pas dire que ces territoires sont tout à fait assimilables, que toutes les difficultés, et j'y reviendrai, sont concentrées sur ces territoires, mais c'est bien ce registre des perceptions qui peut s'exprimer dans ces votes, perceptions aussi liées à l'accès aux services, par exemple, un certain nombre de choses qui font qu'il y a des inquiétudes parce que les changements sont à la fois rapides et touchent vraiment tous ces territoires. Alors après, ça ne signifie pas que dans certaines banlieues difficiles urbaines, il n'y ait pas non plus des populations inquiètes. Donc ne caricaturons pas trop cette géographie. C'est difficile à englober. Hein. Mais effectivement, il y a de vraies inquiétudes. Alors, merci Laurent. Je voudrais dire aux téléspectateurs, avant de poursuivre, qu'ils peuvent réagir et participer eux aussi au débat. On attend leur participation sur Twitter. Vous avez un mot-clé, le hashtag LVELRAA, La Voix est libre, Rhône-Alpes-Auvergne. Et donc vos tweets apparaîtront au fur et à mesure de cette émission à l'antenne, n'hésitez pas. Et puis j'aimerais aussi vous dire que vous êtes observés, messieurs, dames, par des journalistes, notamment Jean-Yves Vif, le rédacteur en chef de La Montagne, et Pablo Ekel, qui lui travaille à la Gazette des Communes, qui connaissent bien ce sujet et qui viendront tout à l'heure, après le flash de midi, en compagnie de mon autre camarade Geoffrey Didier du Progrès de Lyon, qui viendront commenter, voilà, on l'aperçoit, commenter cette émission et dire ce qu'ils ont pensé de vos propos. On va tout de suite commencer avec monsieur Dufresne. J'aimerais qu'on réagisse à ce qui vient d'être dit par Laurent Rioter, puisque c'est un petit peu ce que vous avez essayé d'expliquer, que ces zones de nouvelle ruralité, il ne fallait pas les oublier, qu'il fallait qu'elles participent activement à ce que va devenir la France avec ce changement de territoire. Est-ce que vous avez ressenti ces craintes exprimées par Laurent auprès des représentants des différents départements avec lesquels vous avez travaillé ? Bien sûr, on a travaillé avec différents départements, mais on a travaillé aussi avec des géographes, avec des sociologues, avec des universitaires pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment ces choses-là étaient
était perçue. Et effectivement, dans les objectifs qui sont les nôtres, il y a bien cette notion de lutter contre ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'exclusion qui est exprimé par aujourd'hui un certain nombre, par des habitants de nos secteurs. Et c'est pour ça, si vous voulez, que nous, on met en avant un projet qui n'est pas simplement un projet revendicatif. On pose la place des territoires ruraux dans l'organisation de la France de demain. C'est-à-dire que peuvent apporter ces territoires avec leurs ressources, avec leurs richesses, avec leur intelligence, et puis comment ces territoires peuvent capter une partie de la future économie à partir de l'innovation. L'économie est en train de changer, et quelque part, c'est un challenge pour nous. Il est important parce que ça pose aussi toute la question de la démographie dans les territoires ruraux. Alors, on va développer sur l'économie dans un instant. En termes d'existence, de reconnaissance, de représentativité, vous avez, je crois, obtenu une première victoire. Vous souhaitiez qu'un ministère, en fait, porte le nom de ce secteur ruraux. C'est ça? Et là, vous l'avez obtenu. Je crois que Sylvia Pinel, dorénavant, s'appelle aussi ministre des Nouvelles Ruralités. Ministère, oui. De la ruralité. De la ruralité. Mais voilà, ruralité. je pense que Vannick Berberian, qui est à mes côtés, a beaucoup aussi milité pour que la ruralité soit reconnue. On a un ministère de la ville, pourquoi pas un ministère de la ruralité? Maintenant, il faut aller un petit peu plus loin. On voudrait une loi d'orientation sur la ruralité pour poser justement les enjeux et le schéma d'organisation. Alors vous avez été reçu, vous avez le sentiment que ça va aboutir? Alors écoutez, il y a un comité interministériel qui doit se tenir le 27 février. Le 13 mars. Ah, ça a été repoussé. Il a été un petit peu repoussé. Ça ne fait rien, on va attendre un petit peu plus longtemps. Mais j'espère qu'on aura des annonces sur un certain nombre de sujets comme les services, qui est une vraie question, comme la téléphonie mobile, etc. Oui. Et vous faites des propositions très concrètes, développer la télémédecine. On connaît bien maintenant Sylvia Pinel. Voilà, on la rencontre régulièrement avec mes collègues du Cher, de la Nièvre et de la Creuse, avec lesquels on a porté cette mission Nouvelle Ruralité. Pour être très concret pour les gens qui nous regardent, dans vos propositions, il y a, je disais, la télémédecine, ou aussi utiliser de meilleure façon le savoir-faire des anciens. J'ai vu dans vos propositions. Voilà, ça c'est intéressant, on essaiera d'y revenir. Mais d'abord, je voudrais demander à M. Berberian, revenir à la question initiale, ces craintes qu'on a exprimées, ces gens qui se sentent oubliés. Vous y êtes confrontés, vous avez des retours de ça concrètement? Oui, c'est très, très concret. Alors en même temps, je sais bien que dans une émission comme celle-là, chacun a un rôle et un discours à tenir. Et je voudrais pas du tout, vous dites ce que vous voulez. Je ne voudrais pas être libre, la voix est libre. Je ne voudrais pas être celui qui incarne le rôle du conservateur et qui serait en opposition avec tout ce qui se fait. Pour répondre directement à votre question, oui, il y a une très grande inquiétude et elle est légitime. Ça a été dit tout à l'heure, ce sentiment d'exclusion ou d'abandon, c'est une réalité. Alors ça peut déranger qu'on le dise, surtout aujourd'hui où le salon de l'agriculture commence, mais c'est une réalité. Je me suis rendu compte quand j'ai rencontré Mme Pinel qu'en 6 ans de mandat de président des maires ruraux, c'était la 3e ministre que je voyais dans le même cabinet. 3 ministres en 6 ans. Ça pose la question de la continuité de l'action quand même. Voilà. Et c'est vrai. C'est le cas pour plein de ministères, ceci dit. On peut le dire pour le sport. Oui, c'est l'éducation. Oui, pour celui-là, c'est aussi très très fréquent. Ça pose quand même question. Et le fait que le mot ruralité ait été rajouté dans le périmètre de la ministre il y a peu de temps. C'est un signe positif? Oui, voilà. Ça montre effectivement, on s'en préoccupe. Mais moi, je voudrais revenir un petit peu juste en amont, la campagne électorale des élections présidentielles. En tant que maire rural, j'ai évidemment été attentif à tout ce que pouvaient dire les candidats sur la question de la ruralité. Eh bien, je suis désolé de le dire, il n'y a qu'une personne qui a fait un meeting thématique sur la ruralité, c'est Madame Le Pen. Les autres n'en ont strictement pas parlé. Voilà. Et je dis sincèrement, avec regret, parce que j'aurais aimé que ce sujet soit abordé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au-delà de la question de la réforme territoriale, ça recouperait ce que dit Laurent Yottard, que ça expliquerait que certaines personnes qui se sont oubliées aillent après voter Front National, par exemple. Oui, enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut sans doute regarder différemment le territoire français. C'est un sujet maltraité par l'ensemble des partis, vous voulez dire? Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, dans la présentation, le responsable de l'INSEE a fait une différenciation des différents types d'organisation territoriale. Il a parlé donc de la ville, de la métropole, il a parlé du périurbain et il a parlé du rural isolé. C'est étonnant. Il a oublié vous a pas plu, j'ai entendu. Mais enfin, je veux dire, le rural isolé existe, mais aussi le rural tout court. Vivant. Ouais. Et c'est là où je dis qu'on a quand même des schémas un petit peu de lecture qui, de mon point de vue, sont dépassés.
Et le sujet aujourd'hui, il est celui de l'aménagement du territoire, l'aménagement de l'espace. Vous avez raison, quand on a posé le thème de cette émission, c'est vrai qu'on a eu du mal à le définir, puisqu'on parle à la fois des zones rurales, mais aussi des zones, on va dire, périurbaines, non rurales, mais quand même pas dans des grosses agglomérations. Ça concerne beaucoup de monde, en fait. Oui, absolument. Par exemple, la montagne. On va d'ailleurs rejoindre M. Guémard, puisque M. Guémard est avec nous en direct à Paris. M. Guémard, vous, on le sait, vous êtes contre la réforme depuis le départ, sur la méthode et sur son actualité. Avant de parler, je vous retiens tout de suite sur l'économie ou d'autres sujets comme les services. Parlons de représentativité. Vous aussi, en tant qu'élu en Savoie, vous ressentez cette forme de sentiment d'oubli ? Alors, moi, je voudrais dire d'abord que cette mobilisation pour la ruralité n'est pas nouvelle. Quand Jacques Chirac m'a nommé ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales en 2002, il m'a donné la tutelle sur la délégation à l'aménagement du territoire. Et d'ailleurs, nous avons fait une grande loi de développement des territoires ruraux qui, entre autres, a ensuite donné naissance au pôle d'excellence rurale. Donc je pense que la ruralité, c'est quelque chose d'extrêmement moderne. Et pour résumer, je crois qu'il y a plusieurs piliers dans cette politique. C'est d'abord une politique agricole territoriale qui favorise une agriculture de territoire. C'est ensuite le développement de l'économie. Et donc, il faut favoriser le développement des entreprises. Et je dirais, de ce point de vue-là, avec le numérique, et c'est pourquoi la couverture du territoire en très haut débit est aussi importante, on peut maintenant développer beaucoup plus d'entreprises dans les territoires ruraux. Alors, ce qui est vrai, et les interlocuteurs précédents l'ont dit avec raison, il y a un sentiment d'abandon. Je crois que tout le monde a lu le livre de M. Guilly qui s'appelle « La fracture française », ou « Fracture française » au pluriel. Il y a dans les territoires suburbains et dans les territoires ruraux un sentiment d'abandon lié et qu'on voit avec la montée du vote Front National. Il faut appeler un chat un chat. Bon, alors pourquoi ? Je crois qu'il y a une évolution du monde, parce qu'on parle que des métropoles, on parle que de la mondialisation, et les habitants de ces territoires ont l'impression, parfois justifiée, parfois moins, d'être une variable d'ajustement de ces métropoles. Et de ce point de vue-là, les réformes en cours, qui sont très d'ailleurs zigzagantes, désorientent tout le monde, et je regrette beaucoup tout ce temps perdu depuis ces dernières années. Alors venons-en à l'économie, puisque vous l'abordez chacun d'entre vous en filigrane. On arrive à parler d'économie, évidemment que c'est important, puisqu'il y a une grosse inquiétude, M. Berbaillan va nous le traduire sans doute, j'imagine, notamment de la part des petits maires, c'est de perdre des moyens dans cette grande réforme. D'ailleurs, on va commencer par vous, et puis on ira ensuite faire un petit tour du côté d'un petit village en haute montagne où un maire a des choses à nous raconter. Je commence par vous. Sur ces moyens, vous dites dans votre manière de protester contre cette réforme, on veut faire toujours plus gros, vous dénoncez la logique du toujours plus gros. Et vous dites que ça va tuer les petites mairies et surtout les moyens qu'on leur donne. Oui, je suis un peu agacé quand on parle des petits maires, des petites communes, excusez-moi, c'est pas une expression. Bon, je veux dire, il y a des maires, il y a une république, il y a des citoyens, point barre, quoi, si vous voulez. Voilà. Alors on vous voit parce qu'on voit que régulièrement votre association fait des manifestations. C'était le cas encore en Auvergne, je crois, il y a 15 jours. Oui, mais on n'a pas attendu ce gouvernement pour les faire. Hein. Ça fait belle lurette qu'on est sur le terrain parce que justement, on demande une meilleure reconnaissance. Alors sur le plan financier, économique, quelle est votre crainte ? Non, mais, sur la question donc de cette course en avant vers le toujours plus gros, c'est quelque chose qui est mortel. Et là aussi, ça fait partie des choses qu'il faut changer dans notre manière de regarder les choses. Pour aller directement au sujet, c'est ce que je reproche principalement à ces lois successives de mise en avant du fait reconnaissance, du fait métropolitain, etc. On sait que tout ça existe, mais il n'y a pas que ça. Voyez, l'équilibre est à rechercher. Enfin, toutes ces métropoles qui finissent par ressembler ou devenir des nécropoles, ça m'inquiète. Voilà. Dans les territoires ruraux, on a une capacité d'investissement, on a une capacité d'accueil, on a une capacité d'activité sous réserve qu'effectivement on ait les moyens, et notamment en termes numériques. Donc, on a la possibilité en France, parce qu'on a la chance d'avoir cet espace, parce qu'on a la chance d'avoir un maillage territorial suffisamment riche et dense, de continuer ce qui a été fait depuis des siècles, plutôt que d'aller vers ce sempiternel déplacement des gens, des moyens.
Vous voulez dire quoi? On touche pas au village, par exemple? Non. Les fusions de villages, c'est une mauvaise idée quand on a 30 habitants? Bah, Pour être plus fort avec un autre village, c'est pas une bonne idée? Si les habitants le souhaitent, moi je n'y vois aucun inconvénient. Est-ce que c'est pas une manière de les aider à obtenir plus de moyens, par exemple? Oui, non, mais ça ce sont la confiture qu'on met sur la tartine pour la rendre un peu plus digeste. Mais sur le fond, nous on n'est pas opposés au principe de la commune nouvelle si le principe est décidé par les habitants, pas par le crâne d'œuf qui est en haut de la hiérarchie, ou vous voyez ce que je veux dire? Ça doit partir du terrain. C'est même pas le conseil municipal qui doit se prononcer sur une question comme celle-là. Parce que la commune nouvelle, ça implique quoi? Ça implique la disparition de la commune. Pourquoi pas? Mais il faut toujours ramener la dimension démocratique à la question. Madame Pires-Beaune, c'est un sujet que vous connaissez bien, les communes nouvelles, les fusions de communes, vous avez travaillé là-dessus avec d'autres élus à l'Assemblée nationale. Alors, on a entendu parler de crâne d'œuf. En tout cas, vous êtes dans les personnes qui en ce moment débattent et en décident. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas de fusionner? Est-ce que c'est pour vous un moyen de redonner, je repose ma question, une dynamique à ces territoires restreints, quoi qu'on en dise? Je ne veux pas dire petite mairie parce que j'ai peur que vous ne soyez pas content, mais c'est quand même un moyen de dynamiser tout ça, non? Oui. Ou c'est de la confiture sur la tartine? Si vous me permettez, je suis certes députée, mais je suis aussi élue locale d'une petite commune et originaire du milieu rural, puisque j'ai quand même passé 15 ans de ma vie à travailler dans un syndicat intercommunal rural, à l'aménagement du territoire d'une centaine de communes. Je pense que c'est important. Vous voulez dire que vous n'êtes pas une élue insensible qui travaille à Paris et qui voit ça de loin? Exactement. Et puis, un député, c'est à Paris, mais c'est aussi sur sa circonscription. Alors, sur les communes nouvelles, oui, je le connais bien, puisque j'ai porté le texte à l'Assemblée nationale, avec Jacques Pélissard d'ailleurs, puisqu'on avait deux textes identiques. On est arrivé à 2 textes identiques pour aboutir au plus vite. Et la commune nouvelle, c'est d'abord et avant tout un processus sur la base du volontariat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des élus qui ne veulent pas se transformer, qui ne veulent pas se regrouper, ne se regroupent pas. Il n'y a rien d'obligatoire. Et chaque fois que je présente, parce qu'on me demande souvent de présenter ce dispositif, je leur dis n'y allez pas si c'est pour des raisons financières. Vous allez à la catastrophe. Si vous voulez travailler ensemble, si vous voulez développer des services pour vos populations, si vous estimez que ça devient difficile parce qu'effectivement vous êtes trop petits, à ce moment-là, réfléchissez, mettez-vous à réfléchir ensemble et peut-être faites une commune nouvelle. Mais quel est votre point de vue? n'y allez pas que pour des raisons financières. Le point de départ, c'est la réforme des régions. Est-ce que c'est une façon pour ces petites communes d'être plus fort face à une région où les décisions vont se prendre assez loin finalement? Si on prend deux villages du Cantal qui sont très très loin de Lyon, est-ce qu'en se rassemblant, c'est une manière de leur dire ça vous me serez permet moins de oubliés? faire un point sur la réforme effectivement et un point de forme, c'est-à-dire que sur la forme, autant la réforme, je suis sûre, je suis certaine qu'il faut la faire parce que aujourd'hui ça va pas bien sur nos territoires, ça date pas d'hier. Autant sur la forme, je suis très critique parce qu'effectivement on a saucissonné les textes, on n'a pas du coup une vision globale et on a commencé par ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire on a commencé par les métropoles. Et effectivement, on a ce sentiment du coup du monde rural abandonné parce qu'on a commencé par là. On a déconnecté tout ça et ensuite on s'est attaqué au scrutin, au périmètre, enfin tout ce qu'il ne fallait pas faire sur la forme. Vous avez même déploré que sur la forme. L'aspect financement de tout ça n'a pas été abordé tout de suite. Et le financement n'est encore pas abordé, mais ça c'est la jurisprudence qui veut que tout ce qui est disposition financière soit renvoyé à la loi de finances. Voilà. Donc on en parlera, mais après effectivement je l'ai déploré. Après la commune nouvelle, elle s'inscrit plutôt dans le processus des intercommunalités qui sont appelées à se développer. Et donc effectivement, j'ai des élus qui me disent, dans une intercommunalité plus grande, plus large, en faisant une commune nouvelle, je pèserai plus dans cette intercommunalité. Donc c'est plutôt dans ce processus d'élargissement de l'interco. Monsieur Guémard, j'ai vu que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec ce que disait à l'instant Christine Pires-Beaune, notamment sur l'aspect financement. Si, moi je suis d'accord avec les problèmes de méthode sur cette loi territoriale, mais je dis simplement que sur les questions de financement, même si le vecteur doit en être la loi de finances, le gouvernement aurait dû informer les Français et les parlementaires de l'arrière-plan budgétaire de cette réforme. Et pour l'instant, on n'a aucune indication, donc on est complètement dans le bleu. Et je trouve ça tout à fait regrettable. S'agissant de la réforme et de la ruralité, je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier, ce sont des régions beaucoup trop grandes avec un éloignement des centres de décision.
Deuxièmement, ce sont tous les allers-retours sur le rôle des départements. Une semaine, ils ont telle compétence, la semaine suivante, ils les regagnent, ils les repèrent, donc on n'y voit pas clair. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que l'économie et l'aménagement du territoire ne seront plus des compétences de proximité des départements maintenus temporairement à titre résiduel. Et enfin, le troisième sujet, c'est la question du seuil des intercommunalités, puisque 20 000 habitants, c'est beaucoup trop grand dans les territoires ruraux et de montagne. Donc on a encore beaucoup de travail à faire jusqu'à l'adoption de la loi, qui d'ailleurs ne sera pas acquise avant le mois de juin, alors que les élections départementales sont dans 5 semaines. Voilà. On comprend bien que les électeurs ont parfois du mal à suivre toute cette logique. Hein. C'est quand même, on voulait simplifier, je le dis souvent, on l'a déjà dit dans la dernière émission. Si on veut qu'ils s'abstiennent, on ne ferait pas autrement. Hein. Ouais. Alors, je voudrais, avant de donner la parole à M. Dufresne, j'ai vu que vous vouliez réagir, je voudrais qu'on n'oublie pas quelqu'un qui est avec nous en direct et qui a un point de vue intéressant à Servoz. On se rend en Haute-Savoie, si vous voulez bien, rejoindre Nicolas Évrard. Bonjour, M. Évrard. Bonjour. Vous dénoncez, on retouche un petit peu à tout ce qui a été dit, vous dénoncez un tropisme métropolitain. Vous dites cette réforme, on l'a faite au départ autour des grosses agglomérations. Et c'est bien pour ça qu'après, on est un peu oublié. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais votre commune, est-ce que je peux dire village ? Oui, bien sûr. Combien d'habitants ? 1000 habitants. 1000 habitants. Alors, vous m'avez confié que c'était 1000 habitants dans la vallée de Chamonix. La moins riche, on va dire, de ce qu'on appelle, d'ailleurs, ça ne vous plaît pas forcément, le sillon alpin, c'est ça ? Oui, en fait, c'est une des communes qui est les moins développées économiquement de la Haute-Savoie, ce qui fait que par rapport à certaines autres communes de France, elle reste relativement aisée. Mais c'est vrai que, si vous voulez, à l'échelon du sillon alpin, à l'échelon finalement du massif alpin, notre petite commune a un certain nombre de difficultés. Mais ces difficultés, elles sont complètement niées aujourd'hui en réalité, puisque les indicateurs, tant sur la question de la dotation des communes que sur les enjeux de péréquation fiscale, plutôt, on va dire, horizontale, eh bien, nient cette réalité montagnarde, cette réalité alpine, et font que ce soit à l'échelon de notre intercommunalité, de notre communauté de communes de la vallée de Chamonix, ou à l'échelon des communes, eh bien, nous souffrons réellement de ce qui est en train de se passer. On a des critères qui ne sont pas du tout adaptés à notre réalité géographique, territoriale, à nos spécificités alpines. Des exemples. Et franchement, c'est inquiétant pour nous. Concrètement, des exemples, qu'on comprenne bien. Concrètement, je vous disais, cette commune... Pardon. Cette commune, dont je suis le maire, eh bien, a 1000 habitants. Elle a un budget général de à peu près 900 000 euros de fonctionnement, près de 300 000 euros d'investissement. C'est pas grand-chose. Ça permet pas vraiment d'être en réponse de l'attente des habitants. Hein. Cette population, elle est croissante depuis une trentaine d'années. Elle a doublé en 30 ans. Et donc, effectivement, quand on doit payer à cela 20 000 euros annuels de péréquation, qu'on sait qu'effectivement la communauté de communes de la vallée de Chamonix doit payer plus d'1 million d'euros cette année, et on se doute bien que la solidarité qui doit être intercommunale, on l'a bien compris, eh bien, ne peut pas jouer. Donc, on a en fait ratiboisé, si vous voulez, par la péréquation, et à cela, il faut ajouter la baisse des dotations. Et on sait qu'en moyenne, elles seront de 30%, la baisse des dotations sur l'ensemble des communes du territoire national, mais elles seront près de 50% dans notre vallée. Donc imaginez que avec ça, on n'a plus du tout aucune marge de manœuvre. Et pourtant, on essaye d'être un peu plus vertueux que les autres. On essaye effectivement de s'adapter au changement climatique. On doit lutter contre la pollution, qui est ici un vrai facteur de rupture du lien républicain. On a des enjeux absolument énormes, et je ne parle pas seulement des risques naturels ou des enjeux touristiques. Et on a à côté de ça une vraie perte de l'ingénierie territoriale qu'on aimerait voir émerger sur notre territoire et qui était hier encore l'apanage de l'appui du Conseil général, de l'Assemblée des Pays de Savoie, voire du massif, avec le comité de massif et le commissariat de massif. Et tout ça, effectivement, est mis en danger par ces réformes. Cette succession de réformes, devrais-je dire, parce qu'effectivement, on a une instabilité aussi qui nous perturbe et qui, objectivement, ouvre la voie aux propos populistes, aux propos anti-républicains, et qui vraiment met en danger la réalité humaine de nos territoires. Alors, vous dénoncez une forme d'injustice, si on peut résumer ça comme ça. Vous avez parlé des fonds de péréquation. Et alors là, fonds de péréquation, c'est pas simple. Christine Pires-Beaune va pouvoir répondre, parce que, en gros, on donne aux collectivités des aides qui sont proportionnelles au nombre d'habitants. On peut résumer ça à peu près comme ça. Et du coup, il y a des disparités entre les petites et les grosses. J'essaye de faire simple, parce que si on commence à rentrer dans les détails techniques, on est mal parti. Enfin, répondez sur tout ce qui est dénoncé là par M. Évrard, cette injustice qu'il ressent, lui, en tant que maire de cette petite commune coincée entre Chamonix et Annemasse, en gros. Il a dit plusieurs choses. Alors, sur les dotations aux collectivités, beaucoup d'injustices.
certes, et beaucoup d'injustice à toutes les strates. Et ça, c'est important parce que, ne serait-ce qu'à la lecture de l'article hier paru dans La Montagne, il y a des erreurs. C'est-à-dire que les injustices, aujourd'hui, c'est pas l'urbain contre le rural. C'est toutes les strates de population, c'est-à-dire y compris dans les communes de 0 à 500 habitants, vous pouvez avoir des rapports de 1 à 6. De 1 à 6. C'est-à-dire qu'une commune peut toucher 6 fois plus alors qu'elle a le même nombre d'habitants et une typologie similaire. Donc déjà. Et sur les fonds de péréquation, oui, c'est trop compliqué, mais la péréquation, c'est un vilain mot, c'est simplement de la solidarité. C'est-à-dire ceux qui ont plus vont donner à ceux qui ont moins. C'est ça la péréquation. Alors pourquoi c'est injuste? Pourquoi c'est dénoncé? Moi, je ne trouve pas qu'elle est injuste. Je trouve qu'aujourd'hui, on n'en fait pas assez, puisque la péréquation, alors il a parlé de la péréquation, monsieur le maire a parlé de la péréquation horizontale, c'est-à-dire la péréquation entre collectivités de même niveau. Mais la première des péréquations, ça devrait être la péréquation nationale, c'est-à-dire comment l'État répartit justement les richesses. Et là, pour le coup, c'est technique et je m'en excuse, mais la principale dotation des collectivités que touchent toutes les collectivités, c'est ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement. C'est la DGF, c'est la plus importante, c'est 36 milliards sur 53. Et celle-ci, elle est très injuste et elle n'est redistributive, on va dire, qu'à hauteur de 18%. Donc à partir de là, oui, il y a beaucoup de choses à améliorer. Alors, monsieur Dufresne, puisque vous n'avez pas eu la parole depuis un certain temps, qu'est-ce qu'on pourrait suggérer, puisqu'on a en face de nous une des députées qui travaille sur la réforme de ces dotations, qu'est-ce qu'on pourrait suggérer, et M. Berberian va venir à votre secours, j'imagine aussi, pour que ce soit plus juste? Écoutez, moi je pense que le travail est en train de se faire, il faut le conduire jusqu'au bout, il faut vraiment poser la question des dotations sur l'ensemble de nos territoires. On ne peut pas imaginer que des territoires subissent des handicaps par rapport aux autres. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat technique parce qu'on pourrait avoir vraiment une émission uniquement sur les dotations. Elles ne sont pas aujourd'hui suffisamment bien réparties, c'est une réalité. Mais qui va défendre les petites communes si la région grossit et qu'on est de moins en moins près de nos élus? Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question. Parce que la question qui est posée aujourd'hui avec la fusion des régions, c'est comment tout ça va s'articuler, c'est comment tout ça va être gouverné. Moi, je suis président du Conseil général de l'Allier. 3 fois par an, on se réunissait avec mes 3 collègues présidents de conseils généraux des autres départements et le président du conseil régional. Et puis, on avait un ordre du jour et on travaillait sur la mise en cohérence, la pertinence d'un certain nombre de dispositifs. Comment tout ça va s'organiser demain avec 12 départements, le conseil régional et la métropole de Lyon et Grenoble et les autres grandes villes de cette future région. Donc ça, c'est une question, c'est comment tout ça va être gouverné pour que nous soyons associés aux décisions qui nous concernent. Et là, je crois qu'il y a vraiment du boulot à faire. Et puis c'est ensuite, quelles compétences? Ce sont vraiment les compétences que nous allons exercer. Ça c'est fondamental. La question de la proximité, aujourd'hui, est une question posée sur ce que disait Madame Pires-Beaune tout à l'heure par rapport à la commune nouvelle. Il y a la commune nouvelle. Pour moi, c'est presque un faux problème, parce que je suis d'accord, si les gens sont favorables à se rapprocher, ils se rapprochent. Mais c'est la question de l'intercommunalité, c'est-à-dire les différents liens entre cette grande région, le département et les intercommunalités qui, pour les territoires ruraux, ne doivent pas atteindre des niveaux de population qui feront que l'identité des territoires ne sera pas respectée. 20 000 habitants, ça peut être bien dans un département où il y a une densité de population forte. Dans des départements comme le mien, c'est sans doute beaucoup trop. Monsieur Évrard, quand vous entendez ces réflexions, vous êtes plus confiant sur le fait qu'on pourrait trouver des solutions à vos problèmes dans votre haute montagne ? Il y a toujours des solutions. La confiance, c'est quelque chose qui se construit, et qui se construit notamment avec des moyens d'action. C'est vrai au niveau local, c'est vrai au niveau départemental, c'est vrai au niveau régional dans cette nouvelle région, qui est grande, il faut le rappeler quand même, comme la Suisse ou l'Autriche. Donc c'est pas tout à fait rien, et c'est vrai au niveau national comme au niveau européen. Donc cette confiance, il va falloir la construire. Et aujourd'hui, si vous voulez, on est en train de perdre les élus locaux. Les vrais élus locaux des petites communes, et je suis convaincu qu'autour de la table, vous avez des gens qui vont partager cet avis. Donc, franchement, il y a urgence à agir et à écouter la diversité des territoires. L'Union européenne, dans son traité, comme le niveau national, reconnaît la spécificité montagne. Demain, va falloir effectivement que ça se traduise en réalité concrète et opérationnelle pour les petites communes. Monsieur Guémard, je vous vois acquiescer ce que dit Monsieur Évrard.
Oui, on a un effet de massification qui est terrible. Et donc, il faut prendre en compte la spécificité des territoires. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours pensé que la réforme que nous avions votée, créant le conseiller territorial, était la bonne réforme, puisque nous avions les mêmes élus à l'échelon départemental et à l'échelon régional, et les solutions auraient pu être différentes d'une région à l'autre, puisqu'on faisait confiance aux élus pour dire peut-être qu'en Bretagne, le tourisme doit être exercé au niveau régional et pas départemental. En revanche, en Rhône-Alpes-Auvergne, il est évident que la compétence touristique doit être exercée au niveau des destinations touristiques et pas de l'immense région Rhône-Alpes-Auvergne. C'est un exemple parmi d'autres. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on co-construise cette France du futur. On a perdu beaucoup de temps ces dernières années, et moi je suis à peu près sûr qu'au-delà des clivages politiques, on puisse trouver les bonnes solutions, mais il faut rapidement se mettre autour de la table. C'est d'ailleurs ce que j'ai proposé à la fin de ma motion de rejet en début de semaine à l'Assemblée nationale, parce que les gens en ont marre des querelles politiciennes, ils en ont marre du temps perdu, ils veulent simplement qu'on s'occupe d'eux, et je pense que les femmes et les hommes de bonne volonté doivent le faire ensemble. Ça ne doit pas être si difficile que ça, parce que le diagnostic, on le connaît, les solutions aussi pour la plupart d'entre elles, donc en avant et au travail. On perd beaucoup trop de temps. Monsieur Berberian, vous êtes prêt à, comme le dit Monsieur Guémard, à vous mettre autour de la table et à participer à l'évolution de cette réforme? Bien sûr, d'ailleurs, on n'a jamais été hostile au principe d'une réforme. Hein. La question, c'est quelle réforme? Si vous voulez, une structure, j'ai l'habitude d'expliquer ça, une structure, elle n'a pas vocation à exister pour elle-même. Elle est là pour répondre à un besoin. Et notre architecture territoriale n'est pas une fin en soi. C'est pour ça qu'on peut imaginer une certaine souplesse, une certaine capacité d'adaptation de ces structures. Mais je pense qu'il a manqué un débat dans la chronologie, c'est le débat sur l'aménagement du territoire. Voilà, c'est ce débat-là. Non, je ne parle pas de vous, je parle de la. Ah, parler en général. Oui, en général. Ça va correspondre avec ce vers quoi on va aller. Ce que je voulais dire, c'est qu'avant de discuter la réforme territoriale et de ces structures de fonctionnement, peut-être aurait-il fallu parler de quel type d'aménagement du territoire on veut pour demain. Et c'est en fonction des réponses à cette question qu'on aurait pu construire ou adapter notre organisation territoriale. Ce débat n'a jamais eu lieu. Voilà. Après, si vous permettez, tout à l'heure, vous avez dit le mot village, mais c'est un joli mot, le mot de village. C'est un très très beau mot. J'en ai un qui vous plaît. Et en plus de ça, je vais vous dire, c'est une question très relative. Parce que ma commune de 350 habitants, c'est un village, à côté de Châteauroux, qui est le chef-lieu. Mais Châteauroux, à côté de Paris, c'est un village. Et Paris, à côté de Rio, c'est un village. On est toujours le plus gros ou le plus petit d'un autre. Oui. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse, c'était la boutade. Si vous permettez, sur la question de la péréquation, c'est quelque chose qui gêne. Surtout quand on est contributeur à la péréquation. Vous voulez dire que ça gêne les gros? Ça gêne les gros. De financer l'avenir des petits? Mais oui, parce qu'ils sont dans une stratégie de toujours plus. Donc, ils ont peur de perdre par rapport à la ville qui est juste à côté de la leur et avec laquelle ils sont en compétition. Il faut sortir de cette compétition stérile. Pourtant, a priori, une grosse agglomération a tout à gagner à avoir un secteur rural autour de lui qui est attirant. Mais c'est pour mieux te manger, mon enfant. C'est exactement ça. Parce que c'est pas nos moyens, on n'en a pas. C'est l'espace. Ça, c'est notre richesse. Il faut absolument que les élus ruraux comprennent, ils le savent, que notre fonds essentiel, c'est l'espace dont on dispose. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a cette propension toujours d'aller voir un peu à côté pour s'agrandir. Vous voyez ? Je suis d'accord avec Madame la députée sur le fait que la question en matière de richesse, elle n'est pas urbain-rural, elle est entre riches-pauvres. Ça, c'est tout à fait vrai. Ceci étant dit, par rapport à la DGF, et je me souviens d'une intervention de M. Guémard au Congrès des maires de France, où je vous avais interpellé là-dessus, et vous aviez répondu, oui, vous avez raison, c'est un sujet sur lequel il faut réfléchir. Alors, on ne va pas revenir là sur parce qu'on n'aura pas assez de temps. Mais je dis juste une chose. Juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, la règle de répartition de la DGF, elle est au prorata du nombre d'habitants, ce qui sur le fond ne pose pas de problème. Mais là où ça devient scandaleux, c'est que pour un habitant des villes, eh bien, on compte un demi-rural. Et ça,
C'est pas acceptable. Il y a un complexe. Laurent Rutter, je vais passer par notre ami géographe. Est-ce qu'il y a effectivement, ce qu'on est en train de dire là, une France des villes avec des gens qui n'aiment pas financer la France, ce que vous appelez vous la France périphérique? Est-ce qu'il y a ces deux rapports et une forme de domination ou de mépris dans un sens ou dans l'autre? En tout cas, peut-être il y a une forme d'invisibilité de l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire que pourtant, tous les gens de la ville adorent aller à la campagne le week-end. Bien sûr, mais cette France des plus grandes métropoles, d'une certaine façon, elle a encore tout à faire pour construire des relations effectivement équitables avec cette France des périphéries périurbaines, des villes intermédiaires, des espaces ruraux. Et je dirais qu'il y a peut-être là aussi un autre pacte de confiance à construire entre ces métropoles et puis ces espaces ruraux. Sachant que ces espaces ruraux, ça a été dit, mais moi je dis souvent que c'est le triple A de l'espace rural d'aujourd'hui, c'est ces espaces ruraux, ils sont actifs, ils créent de l'activité et des activités économiques. Ils sont aussi plus accessibles, y compris avec le numérique et le très haut débit dont l'Auvergne s'est emparée déjà depuis longtemps. Et puis ils sont aussi attractifs, on l'a vu sur les cartes, ils gagnent de nouveau de la population. Donc je dirais que dans les mutations connaît notre pays, cet espace rural, il est aussi un élément fort pour s'adapter et pour se développer. Et donc, ça passe par de nouvelles relations entre ces nouvelles ruralités et je dirais peut-être des nouvelles urbanités sur lesquelles il faudrait que les élus des métropoles travaillent parce que les nouvelles urbanités, elles doivent prendre en compte les territoires ruraux. Alors, je rebondis sur... Vous parliez tout à l'heure d'équipement, d'infrastructures, de développement. Vous-même, vous parlez de ce qu'on pourrait faire dans ces zones de nouvelles ruralités. Et M. Dufresne a des propositions. Je saisis la balle au bon pour vous proposer un reportage, pour vous montrer un autre problème qui touche largement ces zones dites périurbaines ou rurales, c'est le recul des services. On s'en plaint beaucoup. Et ça peut être aussi, par exemple, la disparition d'une gendarmerie. Pour être concret, on va se rendre à Arfeuil, qui est dans l'Allier, où on a un exemple comme ça, où c'est chez vous, M. Dufresne, dans l'Allier, où on nous dit que la gendarmerie pourrait s'en aller. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas, on voit vos tweets qui défilent à l'antenne. Vous pouvez le faire avec le mot-clé LVELRAA, donc hashtag LVELRAA. Et on regarde ce reportage signé Pascal Franco, Christian Darneville. Il y a un siècle, grâce à l'industrie du chanvre, Arfeuil comptait plus de 3000 habitants. La vie grouillait dans ces rues aujourd'hui quasi désertes. De nos jours, seuls quelques commerces subsistent. Alors quand on annonce le départ de la gendarmerie, la population, souvent vieillissante, est inquiète. On est loin de tout. Nous, on est à quand même 20 km du Maillet, on est à 16 km de la Palisse. On est un coin très... On est là, on est posé ici, puis voilà, il n'y a plus personne. C'est triste, mais c'est comme ça. Monsieur le maire et quelques administrés ne l'entendent pas de cette oreille. Faire l'économie des gendarmes à Arfeuil est impossible. Le départ des militaires pour le Maillet de montagne, à une quinzaine de kilomètres, serait une catastrophe. Ce sont des services qui servent à la population. Nous pouvons nous féliciter d'avoir un solde migratoire très positif sur la commune d'Arfeuil. Ça fait partie des rares communes où la dépopulation a été totalement endiguée. Et donc, nous avons besoin de ces services. Notre commune est gigantesque, elle fait 6000 hectares, 10 fois la ville de Vichy. Elle a eu 108 hameaux. Nous avons besoin de tous ces services. Et nous nous félicitons du travail des gendarmes qui sont dans ce bâtiment derrière moi. La disparition de la gendarmerie n'est pas la seule source de colère. Le bureau de poste pourrait bientôt être transformé en simple agence postale. Et l'école, sauvée l'an dernier grâce à la mobilisation des habitants, est menacée. La polémique enfle déjà dans le village. Les habitants d'Arfeuil ont bien l'intention d'en découdre pour sauver cet autre lieu symbolique du village. Voilà pour Arfeuil. Je vais poser la question par exemple à M. Évrard, à Servoz. Est-ce que vous vivez ce genre de recul de service? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, est-ce que vous dites que ça ne va pas s'arranger ou est-ce que ça va s'arranger avec la future région? Parce que c'est quand même notre point de départ. Comment vous voyez l'avenir par rapport à ça? Et quelle est votre réalité? Oui, notre réalité, elle n'est pas tout à fait similaire, parce qu'effectivement, on arrive à trouver dans notre intercommunalité, dans notre communauté de communes, je dirais une mutualisation des services qui est en cours et un niveau d'intégration qui permet de s'en sortir. Par contre, effectivement, vu que cette communauté de communes, comme je vous le disais tout à l'heure, est réellement impactée par cet effet de péréquation, évidemment, les services sont mis en danger. Donc, on peut proposer finalement
dans un premier temps, une amélioration des services, finalement, en disant, voilà, on mutualise avec Chamonix, avec les communes alentours, mais derrière, ces services à nouveau sont coupés. Donc il y a un effet de frustration, je vous dis, grandissant. Et ce qu'on peut connaître dans le rural du Massif central a des similitudes avec le rural alpin, mais pour autant, il y a aussi des diversités, parce que je rappelle que, voilà, sans vouloir faire de comparaison, il y a effectivement des enjeux d'accessibilité qui ne sont pas tout à fait les mêmes, il y a des enjeux de risques naturels qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et surtout, je suis assez étonné, sans vouloir recréer une polémique avec vos invités du plateau, de cette lecture presque idéologique du sujet. Il n'y a pas les riches et les pauvres. Hein. Ma commune n'est pas une commune riche, même si elle est la voisine de Chamonix. Et tout de même, je trouve ça assez étonnant d'entendre ça dans la bouche, effectivement, d'élus qui sont des élus de territoires ruraux et de territoires de montagne. Qu'est-ce que vous visez exactement voilà, quand... C'est comme ça. Et je pense qu'on n'arrive pas à sortir de ce débat. Et du coup, effectivement, la frustration est grandissante pour les habitants et pour les maires locaux. Quelqu'un veut réagir juste à cette remarque? Ça vous a surpris? On a parlé des riches et des pauvres. Non mais c'est une réalité. Enfin, je veux dire, c'est vous qui avez un petit peu. Oui, enfin, oui, c'est pas ce que vous avez dit. Je veux dire que M. Évrard était dans une commune plutôt riche. Voilà. Bon, c'est pas le cas. Enfin, tout est relatif. C'est pas le cas. C'est la moins riche, en tout cas la plus pauvre de. Je les invite volontiers à visiter la commune. Ouais, vous êtes invité à Servoz du coup. Mais je crois que le reportage que vous avez montré est intéressant parce qu'on voit là la manière dont on regarde notre organisation territoriale et ça montre bien qu'on en parle avec des constats d'hier. L'exemple qui a été donné par rapport à l'agence postale, qui est perçue dans le reportage comme une moindre activité postale. Il faut regarder dans le détail qu'est-ce qu'une agence postale, qu'est-ce qu'elle apporte comme service. Et sincèrement, j'en ai une dans ma commune. Je préfère une agence postale communale que j'ai mutualisée avec l'office de tourisme plutôt qu'un bureau de poste qui est ouvert 2 heures par semaine. Concrètement, ça veut dire qu'il faut envisager la notion de service de manière différente avec de la mutualisation. Alors pas sur tous les domaines, hein. On ne va pas demander à la gendarmerie de faire des fonctions qui ne sont pas les leurs. Mais aujourd'hui, il y a une réflexion à mener qui devrait être facilitée avec le développement du très haut débit. C'est en mettant bout à bout donc toutes ces visions nouvelles de nos territoires qu'on peut arriver à progresser. Madame Pires-Beaune et puis Monsieur Dufrègne et Monsieur Guémard que j'entends acquiescer à nouveau. Oui, sur le reportage, juste par rapport aux chiffres qui ont été présentés hier dans le Puy-de-Dôme, on a vu sur les atteintes aux biens, on a vu moins 2% en zone de police, c'est-à-dire en milieu urbain, et plus 4% en milieu rural. Tout simplement pour dire qu'effectivement, on est dans une délinquance qui évolue, et donc c'est pas les solutions d'hier qui vont nous permettre de régler les problèmes d'aujourd'hui. Et effectivement, le service public de la gendarmerie, on s'interroge aujourd'hui. C'est pour ça que les assises de la ruralité, elles auraient effectivement dû se tenir un petit peu plus tôt, ce qui nous aurait permis de mettre les choses dans l'ordre. Mais passons. Sur les riches, les pauvres, oui, enfin, il y a toujours des communes plus riches que d'autres. C'est pas le souci. Le souci, c'est de faire que ce que redistribue l'État, qui est quand même de l'impôt national, payé par le contribuable national, soit distribué en fonction de la richesse et des charges de chaque commune. Donc c'est ce que demande M. Évrard, une sorte de traitement le plus adapté possible à la réelle situation de chaque... Comment on fait ça ? Surtout si on fait des grandes régions où on sera de moins en moins représenté. Je vais vous dire qu'on va essayer, et je le fais avec toute humilité, de poser effectivement, de faire un constat objectif, parce que je vais vous donner un exemple, c'est plus facile avec des exemples. Clermont-Ferrand, c'est 218 € par habitant. Par habitant, vous parliez du critère population. Vichy, c'est 487 € par habitant. Et ça, je peux vous en donner plein d'exemples. Ça veut dire qu'on a empilé et sanctuarisé en fait des inégalités. Donc il faut tout remettre à plat et constater la situation d'aujourd'hui, des territoires d'aujourd'hui, pour mettre en place des politiques publiques qui s'adressent aux habitants, parce que les politiques publiques, elles s'adressent d'abord aux habitants, qui correspondent à la réalité de tous nos territoires. Pardonnez-moi, M. Dufrègne, juste M. Guémard, je vous entends réagir depuis tout à l'heure. Par rapport à ce que disait notamment M. Berberian, vous êtes pour ces idées de services rendus par la Poste et ces maisons communales qui font plusieurs services? Ça, c'est des solutions que vous proposez? Bon, 3 remarques. Je suis complètement d'accord avec caméra, ce que dit le président. Voilà, je suis complètement d'accord avec ce que dit le président des maires ruraux. Il faut mutualiser, inventer et être pragmatique. Et ça, je crois que c'est très important. Deuxième remarque sur les questions de péréquation. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais les calculs actuels sont n'importe quoi. Ils ne prennent pas notamment en compte les charges. Je vois dans mon département de la Savoie, toutes les communes, sauf une, émargent à la péréquation, doivent verser des contributions, alors que j'ai au moins
une centaine de communes pauvres. Donc ça ne marche pas. En tant que président du Conseil général, je donne chaque année pour la péréquation. Ça ne me gêne pas de donner pour aider un département qui a moins de ressources que le mien. Mais ce qui me choque beaucoup, c'est de donner de l'argent pour des départements mal gérés, qui ont embauché à tort et à travers pour des raisons clientélistes et qui ont souscrit des emprunts toxiques. Donc on veut bien être solidaire et péréqué, mais encore faut-il s'aider soi-même. Enfin, dernière remarque sur cette réforme territoriale. Je pense que son grand défaut, c'est qu'elle éloigne les centres de décision. Et ces immenses régions ne correspondent pas à la réalité de la vie des gens. Et je pense capital qu'il faut garder des centres de décision en matière d'économie et en matière d'aménagement du territoire au plus proche du terrain. Ça veut dire et dans cette concrètement, immense région Rhône-Alpes-Auvergne, Lyon, c'est beaucoup trop loin. Voilà, concrètement, vous craignez, avec cette future région qu'on appellera peut-être Aura, d'ailleurs, on n'a jamais vraiment tranché cette question, non, mais Auvergne-Rhône-Alpes, vous craignez qu'en Savoie, par exemple, si les décisions se prennent à Lyon, quand il sera question de décider de, je sais pas moi, de routes ou d'autres équipements, vous avez peur que la distance joue? Il y a deux choses dans la vie d'élu. Dans la vie d'élu, il y a deux décisions. Il y a des décisions sur des infrastructures, vous avez parlé des routes, des collèges. Mais il y a d'autres décisions qui sont les initiatives que nous prenons en matière de développement économique. Et je sais très bien, et je parle pour mes prédécesseurs, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les grandes initiatives économiques qui ont été prises en Savoie l'ont été parce qu'il y avait des élus sur place au Conseil général qui l'ont décidé. Elles ne l'auraient pas été depuis Lyon ou même depuis Paris. Donc il faut garder cet influx local des territoires identifiés. Et je trouve que c'est ce qui est catastrophique dans cette réforme territoriale, qui est la perte des centres de décision. Alors peut-être qu'on ne le verra pas tout de suite, mais je peux vous dire que dans 5 ans, dans 10 ans, on en verra les ravages sur les territoires ruraux et les territoires de montagne. Monsieur Dufrègne, allez, je vais vous laisser réagir. Comment on peut faire pour éviter que cette distance crée cet oubli, enfin voilà ce que vient de dire monsieur Guémard, puisque vous avez des propositions concrètement pour les zones rurales notamment, pour qu'elles soient plus actives, plus présentes, donc plus représentées. Alors il y a plein de choses dans vos propositions, je ne sais pas, alors vous parlez de télémédecine, développement du numérique, ce genre de choses, et vous dites aussi transformer le vieillissement de la population en atout économique. Voilà, qu'est-ce que vous entendez par là? On remet les retraités au travail. Non, on ne remet pas les retraités au travail, mais on construit une véritable économie autour du vieillissement. Et on a un certain nombre d'exemples de progrès pour accompagner les personnes vieillissantes, soit chez elles, soit en établissement. Et il y a beaucoup de recherche et d'innovation que nous sommes capables de capter au niveau des territoires. Donc c'est une véritable économie. Le vieillissement de la population dans un département comme l'Allier, par exemple, eh bien, on pourrait le voir comme étant un handicap qu'on n'arrivera jamais à surmonter. Ou bien on peut essayer de le voir d'une autre manière, essayer de construire une économie autour de ça. Pour donner des... Excusez-moi, parce que j'ai peu parlé, mais pour donner des signes positifs, moi je remercie M. Riotor d'avoir replacé ce débat aussi autour de territoires ruraux, vivants, parce qu'on a l'impression qu'on assiste à un enterrement. Pas du tout. Nous avons des territoires qui sont des territoires où on a plein de ressources. Nous avons surtout des territoires qui sont des territoires d'avenir, parce que le numérique va remettre aussi de l'égalité à ce niveau-là. Et aujourd'hui, nous devons nous organiser pour répondre aux souhaits des Français. Mais est-ce que qui vous n'avez pas cherchent peur, un cadre je reviens de vie. toujours à ma question de départ, ce que vous souhaitez là, oui. Est-ce que ça va se faire avec des décisions qui se prennent loin? Écoutez, est-ce que ça va se faire? Il faut qu'on pèse Comment dans on fait ce pour débat. que ça ne soit pas oublié? Il faut qu'on pèse dans Comment ce débat. on met de la télémédecine au fin fond de Non, mais de la Rhône-Alpes ou télémédecine, d'Auvergne? mais elle existe déjà. Elle existe déjà. Mais pas partout, vous savez très bien. Non, mais elle existe déjà. C'est pas le désert partout. On a des maisons de santé pluriprofessionnelles avec des médecins qui ont des équipements et puis qui peuvent faire une radio, la transmettre, on l'a montré il y a pas longtemps. etc. Simplement, sur les services publics ou sur les services au public, c'est déterminant. Et il faut que nous fassions, c'est une proposition qu'on a faite dans le rapport, il faut que nous ayons des schémas d'organisation des services avec des paramètres qui, effectivement, sont en train de changer. La question de la mobilité, la question de l'offre de santé à laquelle vous faisiez allusion, la question de l'offre éducative sont des véritables questions qui, aujourd'hui, doivent nous rassembler pour essayer de construire ces territoires ruraux parce que nous avons besoin d'avoir un contrepoids aussi aux territoires urbains. On n'est pas contre les territoires urbains. Il faut une complémentarité. Mais ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, la France se construit avec une pensée urbaine. Ceux qui décident aujourd'hui vivent urbain, pensent urbain et organisent urbain. Eh bien, organisons-nous pour avoir
non pas une compétition, mais une complémentarité, parce que la France, c'est ça aussi, c'est cette diversité que nous mettons toujours en avant. Et nos territoires ruraux, aujourd'hui, apportent une réponse moderne aux questions de société que nous vivons. Christine Pires-Beaune. Oui, juste sur cette question des mobilités, parce qu'elle est essentielle. Parce qu'on parle égalité des territoires, mais j'aimerais mieux parler d'égalité des chances, parce qu'on sait très bien que les territoires ne seront pas égaux au sens littéral du terme. Et la question des mobilités, ça va être, à mon avis, une question fondamentale pour faire effectivement que nos populations qui vivent éloignées des centres culturels, par exemple, puissent quand même y avoir accès. Aujourd'hui, on a un déterminisme social, on le sait, dans la formation, et on sait très bien que les enfants d'ouvriers ont, par exemple, beaucoup plus de mal à faire des études supérieures. Il ne faudrait pas qu'à ce déterminisme social s'ajoute en plus un déterminisme géographique qui fasse que nos enfants qui vivent à 30 km de Clermont ou 40 km de Clermont n'aient pas d'autre choix que d'aller choisir des formations proches. Voilà, c'est ça aussi, enfin, je pense, notre combat à nous d'élus. Pour faire simple, la dernière émission qu'on a fait il y a un mois avec M. Valigny qui était en plateau avec nous, il y avait en direct le président du Conseil général du Cantal qui disait « Moi, j'ai peur que la grande région, elle nous empêche d'avoir des liens vers l'université régionale pour nos jeunes du Cantal. » Voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On met plus de routes? Comment on fait pour obtenir que l'université ne soit pas mieux dotée, on va dire, autour de Lyon? On ne va pas s'en prendre sans arrêt à Lyon, hein, mais bon, c'est là qu'il y aura l'Assemblée. Donc, c'est comme ça que... Ils seront bien représentés à la future Assemblée régionale. Le Cantal aura 3 régionale, représentants, par exemple. Alors, comment on fait pour que ces territoires-là ne soient pas oubliés sur des questions, comme vous dites, de l'éducation, de la santé, des transports, de la mobilité? Qu'est-ce que vous proposez, M. Berberian, pour que... Malheureusement, c'est trop tard. C'est la question que les gens se posent. Hein. Mais la proposition est la suivante. C'est que moi, le périmètre de la région, ça m'importe peu. On pourrait en avoir moins encore des régions. La question, c'est quelles compétences? Quel est le meilleur niveau pour traiter un sujet? C'est aussi la représentativité, non? Mais vous voyez, tout ce qui concerne des compétences qui nécessitent de la proximité, de notre point de vue, ça doit rester au niveau départemental et au niveau local, intercommunal ou communal. Oui. C'est pour ça que nous sommes de farouches défenseurs de l'échelon départemental. Il n'y a pas de métropole chez moi. Hein. Ma relation, c'est Orléans. J'y vais jamais, c'est à 2 heures. En plus, on ne les intéresse pas. Donc, par contre, si la région, parce qu'elle est grande, avait comme compétences des compétences structurantes d'aménagement du territoire, de mobilité, des choses comme ça très très lourdes et onéreuses, et que le reste donc au niveau de la proximité, moi ça me conviendrait. Donc c'est pas tant le périmètre qui importe, mais la nature de la compétence transférée à tel ou tel niveau. Pour terminer, parce qu'il nous reste 1 minute, Laurent, vraiment très court, c'est pas gagné, hein, cet esprit global de grande région où les 2 zones s'entendent et font des choses ensemble, on a l'impression que c'est pas naturel en fait. Le défi pour notre pays, c'est bien sûr de développer les grandes villes et les métropoles, mais je dirais de façon équilibrée entre toutes ces grandes villes, comme l'Allemagne peut le faire. Mais c'est aussi le défi de permettre, de faciliter toutes ces initiatives qui existent dans les territoires invisibles, ruraux ou périurbains. Et je dirais que la nouvelle grande région, Rhône-Alpes, Auvergne, elle peut être un laboratoire parce qu'elle a justement cette présence de territoires ruraux très divers et cette présence d'un maillage urbain, finalement, au-delà de la seule métropole lyonnaise, de territoires urbains très divers. On va suivre tout ça de près. Je vous remercie. Il me reste 20 secondes et c'est l'heure de l'actualité. Donc on va se retrouver juste après le flash dans chacune de vos rédactions, dans chacune de vos régions actuelles. On se retrouve juste après pour la suite avec nos camarades journalistes qui débrieferont tout ce que vous avez dit cette émission. Donc dans un instant. Merci encore. Je voulais juste avant de vous quitter vous donner cette petite anecdote, ce que j'ai relevé. En Auvergne, on compte 1,17 vaches par habitant. En Rhône-Alpes, 0,15. Il va falloir qu'on s'entende parce qu'on avait manifestement 2-3 trucs à mettre en relation et s'habituer. Voilà, bon, c'était juste pour finir avec un petit sourire. Merci à tous nos invités, merci à M. Guémard et M. Évrard. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Bon appétit. Suite de la Voix libre spéciale Rhône-Alpes-Auvergne sur cette réforme territoriale, deuxième partie. Et nous allons maintenant, si vous le voulez bien, revenir sur tout ce qui a été dit, faire un petit bilan et parler évidemment de la suite de la campagne avec mes 3 invités. Et tout d'abord, Geoffrey Mercier, dont j'ai écorché le nom tout à l'heure, je ne sais pas ce qui m'a pris. Geoffrey est avec nous en direct de Lyon, journaliste du Progrès. Bonjour Geoffrey, merci d'être avec nous. Geoffrey Mercier, je vous donne la parole dans un instant. Bienvenue donc. Nous avons avec nous également Pablo Ekel, qui est juste ici à ma gauche et qui est journaliste de la Gazette des Communes. Bonjour. Qui connaît bien ces sujets, il les suit
depuis de près. Bienvenue, merci Pablo d'être là. Jean-Yves Vif, bonjour, rédacteur en chef de La Montagne, auteur de plusieurs papiers, on en a parlé dans la précédente partie, notamment sur cette réforme. Vous allez tous les trois nous donner votre avis. Ce que je propose d'abord, c'est aux téléspectateurs, si vous le voulez, de continuer à réagir, puisque vous le savez, les tweets apparaissent à l'antenne. Le mot-clé, voilà, en voilà un par exemple, nouveaux emplois, nouvelle consommation numérique. Quel nouveau territoire numérique pour aider les traditionnels? Une question de Nicolas Pigné. Si vous voulez voir votre tweet affiché, vous utilisez le mot-clé hashtag LVELRAA. Allez, direction Lyon, le progrès de Lyon, Geoffrey. Question simple, à l'aune de tout ce que vous avez entendu et puis de votre connaissance qui est très profonde de ce dossier, dites-nous si, selon vous, c'est une question très large, hein, j'avoue, cette réforme territoriale fait peser une menace pour ces fameuses zones dites périurbaines et rurales, ou au contraire, est-ce que c'est plutôt une chance pour elles? Ouais, c'est vrai que moi je le vois plutôt comme un atout. De ce que j'ai entendu de la part de vos interlocuteurs, moi j'ai entendu une phrase qui est vision nouvelle des territoires. Et je pense que l'enjeu de cette nouvelle région, et puis ça va être l'enjeu d'ailleurs de cette campagne des régionales à venir, ça va être quelle vision de cette ruralité vont offrir les nouveaux candidats. Parce que c'est vrai que quand on entend un peu vos interlocuteurs, on a un petit côté parfois village gaulois. Qu'est-ce qu'on veut quand on habite dans un village? On veut effectivement l'accès aux services publics, on veut l'accès aux écoles, on veut l'accès aux transports, on veut l'accès à un certain nombre de services. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, compte tenu que l'argent est rare, vous l'avez précisé à plusieurs reprises, ça va être extrêmement compliqué. Donc je reviens effectivement à ce que je disais liminairement, la vision nouvelle des territoires va être essentielle et dans ce cadre-là, ça peut être une chance si l'orientation, si la solidarité entre les territoires est effectivement au cœur des préoccupations des candidats. Donc une sorte de... Il faut apprendre à vivre ensemble en fait, si je vous écoute. Alors il y a le vivre ensemble des communes. Après, moi il y a quelque chose qui m'a un peu heurté, c'est d'opposer les Français des villes aux Français des champs. Pour bien connaître cette nouvelle métropole de Lyon et plus encore quelque chose qui est assez méconnu qui s'appelle le pôle métropolitain. Le pôle métropolitain regroupe la métropole de Lyon, mais aussi des territoires ruraux autour de Bourgoin-Jallieu, autour de Vienne et bientôt une partie du Beaujolais autour de Villefranche. Et là, il n'est pas question de finances, il est question d'interaction entre ces territoires. Est-ce que chacun peut apporter à l'autre? Et dans ce cadre-là, le binôme ville-campagne, pour faire court, peut très bien fonctionner. Et il y a déjà, alors que la structure existe depuis 2 ans, des éléments très concrets qui sont sortis, mais que ce soit sur l'économie ou sur la culture. Donc il ne faut pas avoir peur, mais il faut s'ouvrir et ne pas conserver cet aspect village gaulois qui est un peu éculé à mon sens. Geoffrey, vous intervenez quand vous voulez. Pablo, même question. Est-ce que cette réforme est un danger pour ces zones? Alors, on n'ose plus dire rurales, hein, on va dire périurbaines ou rurales, en fait. Hein, les deux termes correspondent. Non, je ne pense pas que ce soit un danger. Ça peut l'être comme ça peut être une opportunité. Donc, ça dépend comment on s'adapte. Moi, dans ce que j'ai entendu, il y a une question qui est revenue, qui est restée un peu sans réponse, qui est comment on va gouverner ensemble. Comment on va partager ensemble la gouvernance de cette... Qui décide de quoi? Les compétences. Grande région. Et je vais prendre une référence qui n'est pas tout à fait de l'Auvergne, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai interviewé Jean-Pierre Masseret, le président socialiste de la région Lorraine, qui va être candidat aux futures élections en décembre. Pour la région Lorraine-Alsace. Lorraine-Alsace, Champagne-Ardenne. C'est toujours Champagne-Ardenne? J'ai un doute. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est un grand il me parlait d'un nouveau concept qui est celui d'écosystèmes territoriaux. Il me disait très clairement que si on compte gouverner les futures grandes régions de la même manière qu'on gouverne les régions d'aujourd'hui, ce sera un raté total. Il faut changer le mode de gouvernance pour partager l'autorité, partager les finances, les ressources et créer des écosystèmes territoriaux qui seraient à certains endroits des métropoles, à d'autres endroits des agglos, territoires ruraux, départements, y compris avec des partenaires qui ne sont pas nécessairement les élus locaux. Ne pas faire une organisation pyramidale, mais faire un travail en réseau. Cette vision-là me semble intéressante. Je l'entends un petit peu entre les monts, chez Hervé Guémard, chez Jean-Paul Dufresne et d'autres. C'est comment on va gouverner ensemble. Et ça doit être le débat de demain et des élections. Comment, dans cette grande région, on va faire des coopérations? Est-ce que nous dit notre collègue Geoffrey Mercier, c'est que dans l'Isère, dans le Rhône, ils sont très avancés sur la coopération intercommunale. Comment on partage, comment on travaille ensemble. Et ça, en Auvergne, on a un peu de retard.
Jean-Yves de la Montagne, même point de vue? Oui, peut-être plus inquiet légèrement différent, plutôt Quand plus je vous inquiet. lis, je vous sens inquiet, vous. Voilà. Ouais. Il n'y a pas un rural, mais des rurales. Je crois qu'il est difficile de comparer le rural de la Haute-Savoie avec des régions touristiques ou encore industrialisées avec celui du Cantal ou de certaines régions de l'Allier. Ceci dit, se pose un véritable problème, et ça on l'a bien vu chez tous les intervenants, Berberian, Dufrègne, Madame Keresbonne. C'est la crainte, le mot n'a pas été employé parce que tous ont finalement voulu être positifs, mais c'est la crainte de la métropolisation. On bâtit, sans doute à juste titre, une France avec 14 ou 15 métropoles, pour que ces métropoles soient sur le plan universitaire, économique, de la recherche, de la dynamique, à l'échelle européenne. Mais ces métropoles seront de plus en plus éloignées de ces périphéries, dont vous avez parlé, Yannick, au début de votre intervention. Et je crois que derrière tout ça, la question, elle est forcément avec une dose d'inquiétude, mais c'est de dire, comme l'a dit Berberian, quel projet allons-nous monter pour que ces régions périphériques, qui, chiffres à l'appui, cumulent quand même les difficultés d'emploi, les difficultés de désindustrialisation, quand elles ne sont pas dans des zones touristiques, comment ces régions périphériques vont-elles participer, comme le disait Pablo, à la gouvernance qui ne sera plus à la petite métropole régionale. Quand on est ici, c'était Clermont, un éloignement plus faible, mais qui seront à Lyon, grande métropole. Et donc se pose la question de la périphérie et la question de la gouvernance dans le même temps, je crois. Allez, voilà en gros pour le débrief, et évidemment le débat reste ouvert, notamment sur Internet. On va dire un mot de l'actualité avant de se quitter, quand même, l'actualité politique, parce que mine de rien, cette réforme territoriale aboutit à des élections à la fin de l'année, ce que je disais au tout début de l'émission. Geoffrey, je me tourne vers vous à nouveau. L'actualité de la campagne, est-ce qu'on peut faire le point de votre point de vue? On sait à peu près maintenant qui seront les candidats à droite et à gauche, en tout cas au niveau du PS et de l'UMP pour l'instant. Comment vous suivez ça là-bas à Lyon? Est-ce que par exemple vous voyez un challenger déjà se détacher, ou est-ce que c'est trop tôt? Un favori, pardon, bien sûr, pas un challenger par défaut. Alors, c'est encore difficile à dire. À l'UMP, la messe est dite, et c'est vrai que c'est Laurent Wauquiez, dont l'enjeu aujourd'hui est de faire le lien, de tisser de nouveaux liens avec ses amis de l'UDI. Alors l'UDI, on pensait que la chose était entendue, que Jean-Christophe Lagarde ne voulait pas d'alliance avec Laurent Wauquiez pour des positions qu'il trouvait un peu trop à droite. Sauf qu'au niveau de l'UDI, au niveau des parlementaires qui ont été réunis il y a une semaine ou une dizaine de jours, le son de cloche est un peu différent, et on serait prêt à nouer un accord dès le premier tour. À gauche, évidemment, la candidature de Jean-Jacques Caran me paraît assez évidente. Alors lui, il est exposé à de grandes difficultés, voire à un certain péril. C'est une alliance encore, éventuellement avec les Verts, à moins que les Verts ne le dépassent même dès le premier tour. C'était un peu le sens des résultats du sondage publié dans le Progrès il y a quelques semaines. C'est que PS et Verts font jeu égal. Donc c'est encore aujourd'hui toute la difficulté de Jean-Jacques Caran, dont le dernier mandat s'achève, encore une fois, avec une gouvernance compliquée en raison de son partenariat noué avec les écologistes lors de la dernière campagne. Même question pour Pablo, sur l'actualité de cette campagne politique. Par exemple, le fait qu'il y ait au moins un Auvergnat sur les deux candidats, ça rassure les Auvergnats? Oui, peut-être que ça va rassurer les Auvergnats, et au-delà des Auvergnats, les élus ou les habitants des territoires ruraux. Laurent Wauquiez vient avec une expérience du Puy-en-Velay, donc ça va être aussi un représentant peut-être de Lyon ou de la grande métropole contre un qui vient de territoires ruraux. Caran a tout intérêt à se rapprocher, à être soutenu par des gens, ou celui des Verts, être soutenu par des gens de tous les territoires et montrer qu'il peut avoir une vision d'ensemble. En revanche, Wauquiez... Il semble que Jean-Jacques Caran l'ait déjà compris, puisque lui, il insiste sur le terme de Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple. Voilà. Donc il a bien compris qu'il fallait qu'il se fasse peut-être aimer par les Auvergnats. Voilà. Maintenant. Et Wauquiez, en revanche, il va falloir qu'il aille conquérir Lyon. Moi, je ne sais pas trop comment ça... Est-ce que les Lyonnais sont prêts à accepter quelqu'un qui n'est même pas de leur région? Je ne sais pas. Jean-Yves, sur cette campagne électorale. Finalement, dans les deux grandes formations, ça s'est bien passé, très bien passé. Au PS, ça a été réglé entre Caran et Souchon très rapidement. À l'UMP, comme on vient de l'entendre, ça s'est finalement réglé. L'UDI est en train de rentrer dans le rang, et Wauquiez, avec le bouclier antinucléaire qu'est Sarkozy, est légitime. En revanche, il va y avoir les autres formations. On a parlé d'Europe Écologie Les Verts, des différentes autres formations qui vont faire leur apparition dans un débat qui maintenant va se politiser et va être extrêmement
politisé au regard du national. Là, on commencera à examiner toutes les joutes du côté de l'UMP, mais également les prises de position politiques que pourront notamment avoir des gens comme Laurent Wauquiez, numéro 2 ou 2 bis, mais plutôt numéro 2 de l'UMP, dont les positions politiques ne font pas toujours l'unanimité au sein de la famille du centre et de la droite. Juste pour terminer, une petite question, répondez-moi s'il vous plaît par oui ou par non. Vos lecteurs se sentent-ils intéressés par cette échéance déjà, ou c'est trop compliqué, trop loin? Les lecteurs, nos internautes sont passionnés. Je ne vous dis pas que ce sont des dizaines de milliers de tweets, mais voilà, ils s'intéressent à la constitution d'une nouvelle entité. Le fait de bâtir un projet économique, à l'évidence, les intéresse. Pablo ? Oui, la Gazette des communes, c'est un média spécialisé pour les élus et les cadres territoriaux. Donc, c'est forcément une année très, très intéressante. On pourrait croire que non, en fait. Et Geoffrey, dernière réponse pour vous. On s'intéresse déjà à cette élection ? C'est vrai qu'ici, on sort de la création de la métropole. On a les départementales, mais même à ma grande surprise, effectivement, les régionales, c'est un sujet qui a l'air d'intéresser nos lecteurs. Eh ben, ça me surprend aussi, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a vraiment raison d'aborder ces sujets. Donc en tout cas, je vous remercie pour votre débrief. Évidemment, on vous retrouve dans vos publications respectives, Le Progrès, La Montagne ou la Gazette des communes, où ces sujets sont suivis de près. On reviendra évidemment prochainement sur ce sujet des élections régionales. Et dès la semaine prochaine, dans La Voix libre, par contre, ce sont des départementales qu'on parlera avec les élections. Merci encore à vous toutes et à vous tous de votre participation. Merci de votre fidélité. La suite des programmes sur France 3, Rhône-Alpes-Auvergne, c'est tout de suite. Donc restez avec nous avec la suite du 12-13. Bon appétit à tous et à bientôt.